En politique, la fin ne justifie pas les moyens. Et quand on a une majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand on a une majorité, le plus simple, c'est de faire la loi. C'est extrêmement simple. Ça ne résout pas tous les problèmes, loin de là, mais ça démontre qu'on se préoccupe des problèmes. Il m'arrive aussi de ne pas voter les textes, même sans les avoir travaillés en profondeur. Je sais qu'ils sont fondamentalement, ils vont à l'encontre de ce que je pense, y compris quand c'est la majorité sénatoriale qui le propose ou qui le rapporte. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel maire, il vous explique que régulièrement, il a des familles qui viennent les voir où on se sépare, on voudrait avoir un logement dans la même commune. Donc aujourd'hui, il faut 2 logements de même taille, alors qu'il y a quelques années, la même famille se logeait dans un seul. Et on a quand même le sentiment qu'en France, le bonheur ne peut passer que par l'État, en fait, et qu'il faut que l'État fasse tout. La liberté ne plaît pas tellement en France. Bonjour Muriel Jourda. Bonjour. Donc vous êtes sénatrice et conseillère départementale du Morbihan. Vous êtes venue à la politique par un mandat municipal. La question qu'on se pose à Génération Libre, c'est comment vous avez découvert le libéralisme, à quel moment de votre parcours vous avez été confronté soit aux idées ou soit à la pratique du libéralisme? Alors, je crois que je suis aujourd'hui un peu sommée de m'expliquer, non pas par vous, mais en politique, de prendre une option et de dire effectivement si on est plus pour une intervention de l'État, moins pour une intervention de l'État. Donc c'est là finalement où on doit se déclarer être libéral ou ne pas être libéral. Mais pendant longtemps, je ne me suis jamais posé la question. Je pense que j'ai eu une éducation qui, si on part du principe que le libéralisme a tout à voir avec la liberté, qui m'a appris que on se devait tout à soi-même et qu'il fallait en conséquence travailler pour ce faire. J'ai eu une activité professionnelle assez longue que je ne peux plus exercer maintenant en raison de mon mandat d'avocat, donc de profession libérale. Donc là aussi, je n'attendais pas grand-chose de qui que ce soit, si ce n'est de moi. Et puis, quand j'ai commencé à faire de la politique, à un niveau plus restreint d'abord, qui est le niveau municipal, comme vous l'avez dit, puisque j'étais maire de ma commune. Et après, quand j'étais conseillère départementale, c'est là où on doit plus prendre position. Et j'ai eu la chance, quand j'étais conseillère départementale du Morbihan, d'avoir comme président François Goulard, qui est véritablement quelqu'un qui est un libéral assumé. Et c'est un peu grâce à lui, finalement, que ce que je vivais de façon un peu informelle a pris forme. Et avec qui j'ai découvert des lectures, par exemple, que je ne connaissais pas avant, comme Frédéric Bastiat, mais je pense qu'il est né malheureusement pas très populaire en France, là où il est peut-être plus aux États-Unis. Donc c'est comme ça que les choses se sont peu à peu mises en place, je dirais. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous êtes donc présidente de la Commission des lois. Donc, à ce titre-là, vous examinez un grand nombre de lois. Et comment on fait pour être libéral au Sénat, et particulièrement quand on est présidente de la Commission des lois? Alors c'est presque un dédoublement de la personnalité, puisqu'à la Commission des lois, les sujets sur lesquels moi je travaille beaucoup, la Commission des lois travaille beaucoup sur les sujets régaliens. Les sujets régaliens, c'est quand même la place de l'État, mais la place de l'État qui assure la sécurité, finalement, et qui, de ce fait, assure quand même la liberté. Mais il faut de la sécurité avant d'assurer la liberté, et la sécurité, c'est toujours un peu attentatoire aux libertés individuelles par principe. Donc, j'ai plutôt ce tropisme sécuritaire, je dois dire. Donc, de ce point de vue, je suis plutôt dans une situation où je ne suis pas heurtée par le fait de prendre quelques libertés, précisément avec les libertés individuelles, pour assurer la sécurité. Donc là-dessus, ma fibre libérale s'émousse peut-être un peu à ce moment-là. Vous avez des points où ça s'émousse. Cependant, pendant la crise sanitaire, Génération Libre s'était positionnée contre le pass sanitaire au nom de la défense des libertés publiques. Et vous étiez positionné, je crois, à l'époque aussi contre ce type de mesures que nous considérions comme liberticides. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous considérez aussi que ça va peut-être trop loin. Enfin, c'est un équilibre à trouver. En réalité, c'est toujours un équilibre à trouver et surtout, la fin ne justifie pas les moyens. En politique, la fin ne justifie pas les moyens. Et effectivement, le pass sanitaire et plus encore le pass vaccinal m'avait laissé un peu pantoise, puisque le pass vaccinal, ça consistait à ne pas rendre l'obligation vaccinale effective. On n'était pas obligé de se vacciner, mais quand on ne le faisait pas, on en était puni. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas puni pour ne pas obéir à la loi, ce qui est le propre de l'état de droit. On était puni en raison de son comportement. Et ça n'est pas acceptable, mais je dirais même quand on n'est pas libéral. C'est-à-dire que l'état de droit, ça consiste quand même à avoir des règles et à avoir en face éventuellement une sanction. Mais quand vous êtes sanctionné alors qu'il n'y a pas de règles,
c'est proprement impensable, quoi. Donc effectivement, j'avais fait partie de ceux qui n'avaient pas voté le pass vaccinal et je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait. Et est-ce que vous trouvez justement, vu que vous êtes à la commission des lois, qu'il y a trop de lois? Parce que par exemple, la Génération Libre, on dénonce l'inflation normative et législative, les deux allant de pair, comme voilà, quelque chose qui enserre l'individu, qui crée vraiment, qui assomme les citoyens de règles, de normes auxquelles ils doivent se conformer, et qui coûte cher aussi à l'économie, parce qu'un rapport sénatorial montrait que ça se chiffrait en plusieurs pourcents du PIB. Donc quel est votre positionnement par rapport voilà, à la production de loi? J'en suis parfaitement consciente. Et ce qui est toujours surprenant, c'est que je crois que l'immense majorité des parlementaires est parfaitement conscient que notre production est trop importante et qu'elle est un handicap. D'ailleurs, ici au Sénat, à peu près tout le monde a été élu local. À peu près tout le monde a été maire. Donc, tout le monde y va de sa proposition de loi ou de son amendement. On alourdit toujours plus la barque, en fait. Alors, le gouvernement en est responsable, mais les parlementaires aussi. Je pense qu'en fait, le gouvernement veut montrer qu'il s'occupe des problèmes des gens. Il a été élu pour ça. Enfin, en tout cas, le courant politique qu'il représente a été élu pour ça. Et quand on a une majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand on a une majorité, le plus simple, c'est de faire la loi. C'est extrêmement simple. Ça ne résout pas tous les problèmes, loin de là, mais ça démontre qu'on se préoccupe des problèmes. Les parlementaires, ils ont aussi besoin de se donner une certaine visibilité, de montrer à leurs électeurs qu'eux aussi font quelque chose. Donc c'est la communication, en somme. Et on fait, je crains, beaucoup de lois de communication, bien sûr. Ceci étant, je pense que la population a une part de responsabilité aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, vous n'entendrez personne dire « c'est ainsi, la loi ne peut pas prévoir tous les cas de figure ». Ouais. Tout le monde dit « mais où est la loi? Que font les politiques? Que fait le gouvernement ?» En fait, en France, un espace de liberté, on appelle ça un vide juridique. C'est-à-dire il faut de la loi partout. Oui. Et je pense qu'on participe tous à cette inflation législative, chacun à sa place. Je crois qu'à un moment, il faudrait qu'on ait tous le courage d'arrêter de faire de la communication et de mettre en action ce que tout le monde, finalement, pressent un peu chez les parlementaires. En tout cas, je parle pour le Sénat. C'est-à-dire que ce que nous faisons n'est pas un bienfait. C'est peut-être... voilà, ça donne peut-être une visibilité, ça montre qu'on s'intéresse au sujet, mais finalement, ça ne la règle pas nécessairement. Et le Sénat, je crois, aurait plus d'importance si plutôt que de se cantonner, en tout cas, de rendre prédominant son rôle législatif, il se concentrait beaucoup sur son rôle de contrôle, puisque c'est le deuxième rôle quand même des assemblées, c'est le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que plutôt que de faire des lois en permanence, on s'arrête et on regarde ce que les lois sont devenues, comment elles ont été exécutées, et s'il faut les modifier. Et parfois, on modifie les lois, alors que c'est juste un défaut d'exécution qui ne les a pas rendues opérationnelles. Donc, on a un changement de culture. On a un changement de culture, je pense, à opérer, que je ne crois pas impossible. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour renoncer à cet aspect de communication et pour renoncer à cette croyance de plus ou moins bonne foi que la loi peut régler tous les problèmes. Ce qu'on proposait dans le passé de diviser, je crois, par 1000 le nombre de lois, mais vous vous dites que ça demande carrément un changement de culture. Donc, par exemple, je vous ai déjà entendu dire que vous étiez assez contente de ne pas déposer d'amendement. L'amendement, c'est un peu, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu la munition qu'utilisent les parlementaires pour changer la loi et pour montrer que ça intéresse à un problème, justement. Et vous n'utilisez pas cette corde à votre arc. Donc, comment vous en justifiez auprès de vos électeurs, par exemple, ou auprès de vos collègues? Parce que vous montrez que c'est possible, finalement, mais peu vous imitent. Alors, comment vous gérez cette situation? Je ne dois pas être la seule, du moins. Je pense. Je ne suis pas la seule. Mais bon, d'abord, moi, j'ai eu la chance de rapporter beaucoup de textes parce qu'aujourd'hui, je suis président de la commission des lois. On rapporte assez peu de choses quand on est président. On a beaucoup d'autres choses à faire. Mais avant, quand j'étais dans la commission des lois, j'ai eu pas mal de rapports à faire. Quand on a des rapports à faire, c'est-à-dire qu'on étudie une loi, là, effectivement, on dépose des amendements, on la modifie, on a les choses à sa main. Mais on connaît bien aussi le sujet, on maîtrise parfaitement le sujet. Moi, j'ai du mal aussi à déposer des amendements sur des sujets que je ne maîtrise pas totalement. Parce on entend souvent parler d'effets pervers de la loi, il y a des effets pervers à la loi. C'est-à-dire que vous voulez atteindre un but et en réalité, vous déstabilisez tout un édifice, quoi. Donc déjà, il est assez difficile de savoir quelle est la conséquence de ce qu'on va faire. Ensuite, j'essaye de ne pas souffrir de dédoublement de personnalité. J'ai toujours trouvé qu'il y avait trop de textes et qu'ils changeaient trop vite. Autant en tant qu'élu qu'en tant qu'avocat. Donc, je ne vais pas me mettre à faire l'inverse aujourd'hui, où je suis là. Et je ne suis pas sûre qu'une production législative continue
ça soit un signe de qualité pour les électeurs. Enfin, j'ai été réélu, donc dans le cadre de mon mandat de sénateur. Bon, donc je pense que ça n'a pas dérangé mes électeurs qui ont vu sûrement une autre plus-value à mon travail, un travail de terrain. Un travail de terrain notamment. Et je pense qu'on peut parfaitement être législateur en étant assez économe d'amendements et de propositions de loi dans tous les sens. Est-ce que pour changer la culture, il ne faudrait pas changer les règles du jeu? Par exemple, limiter le nombre d'amendements ou changer les modalités de discussion des lois, parce qu'à l'heure actuelle, on le mentionne, on a fait un contre-budget, on parle du vote du budget. On a fait un petit aparté dans notre introduction pour dire que la manière dont les parlementaires votent les lois n'est pas la bonne, parce que parfois ils font des séances de nuit, ils se couchent à pas d'heure, ils sont fatigués. Je confirme. Et puis ils doivent examiner, alors là je ne sais plus combien il y a d'amendements au Sénat sur le projet de loi de finances, partie 1 ou partie 2, mais ça se compte en milliers. Ouais, Et, entre 2 et 3 000, et globalement, là je vais faire un petit détour par les États-Unis, il y avait un sénateur, un représentant libertarien américain qui s'appelait Ron Paul, et qui était surnommé Dr No, qui dit moi je vote non à tout parce qu'en fait j'ai pas la capacité en fait intellectuelle de lire tous les textes qui me sont proposés. C'est vrai. Donc lui il était un peu radical, il disait non à tout. Mais n'y a-t-il pas, ne faut-il pas moins de lois, en tout cas des meilleures conditions pour que les sénateurs et les députés fassent leur travail de contrôle aussi de la loi et d'examen de la loi et pas seulement de proposer de nouvelles choses? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, on ne peut pas tout savoir. C'est exactement ce que je me dis, moi, quand nous avons des textes. Les textes, ils font l'objet d'un travail par un rapporteur. Très clairement, moi, je fais partie de la majorité sénatoriale, donc la plupart du temps, le rapporteur, je lui fais confiance parce que je sais qu'on pense à peu près la même chose. Il m'arrive aussi de ne pas voter les textes parce que, même sans les avoir travaillés en profondeur, je sais qu'ils sont fondamentalement, ils vont à l'encontre de ce que je pense. Donc, y compris quand c'est la majorité sénatoriale qui le propose ou qui le rapporte, ça m'arrive de ne pas voter les textes. Mais évidemment, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas comprendre totalement la portée de ce qu'on fait. Il y a une part de confiance dans ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'il faut limiter le droit d'amendement ? Bon. Là, pour le coup, on n'en prend pas du tout le chemin. C'est-à-dire qu'on estime que c'est le droit le plus absolu et la liberté la plus absolue du législateur que de déposer les amendements autant qu'il le souhaite. Il y a quand même, j'allais dire, une politique maison, disons des préconisations, sans nous empêcher de faire quoi que ce soit. Le discours du président du Sénat, qui est Gérard Larcher, est de dire « soyez quand même économe d'amendements ». Enfin, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Ça rend très difficile le travail, parce que ça veut dire qu'il faut, dans un laps de temps réduit, examiner beaucoup d'amendements, avec effectivement une connaissance de leurs effets, voire de leurs effets pervers qui restent limités. En fait, on devrait faire beaucoup moins de textes et y prendre beaucoup plus de temps, y passer beaucoup plus de temps. Et là, je suis sûr que le travail serait de plus grande qualité que ce qu'on fait. De la même façon qu'on ne devrait pas travailler en procédure accélérée, c'est-à-dire avec un seul passage à l'Assemblée nationale et au Sénat. On devrait travailler en procédure normale, avec une navette qui se fait, un passage à l'Assemblée, au Sénat, ça retourne à l'Assemblée, ça revient au Sénat. Il faudrait au moins 2 passages, ce qui arrive sur les textes les plus importants, tels que le texte bioéthique, par exemple, où c'est quand même, la qualité est meilleure du travail qu'on rend lorsqu'on a eu le temps de réfléchir et de travailler, d'examiner la position des autres, d'y réfléchir, d'entendre les personnes calmement. Sur le texte bioéthique, moi, je devais rendre un avis sur faut-il ouvrir la procréation médicale assistée aux couples de femmes ? Faut-il lever l'anonymat des donneurs de gamètes ? Enfin, ça ne se réfléchit pas en 2 coups de cuillère à peau. Oui, c'est sûr. Ça mérite un débat. Alors, ça, c'était très technique, mais ça m'a demandé un travail colossal. Quelle filiation pour les couples de femmes ? Sachant que tout le droit de la filiation français, il est fondé sur la possibilité de la procréation entre les 2 parents, c'est-à-dire sur les couples hétérosexuels. Je ne rentre pas dans le détail, c'est extrêmement technique. Ça m'a demandé un temps fou de travailler ça. Ne serait-ce que pour comprendre, oui. Ne serait-ce que pour comprendre. Alors, j'avais fait ça dans mes études de droit, mais elles étaient assez lointaines, comme mes cheveux blancs le montrent. Et il a fallu quand même... Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer 10 minutes, quoi. Il faut travailler d'abord, parfois sur des sujets comme faut-il lever l'anonymat des donneurs de gamètes ? Ça, c'est un vrai sujet. Quand on est né, un enfant né du don, on doit pouvoir connaître son parent ou pas ? Sachant que jusqu'à maintenant, c'était l'anonymat total. Quelles sont les conséquences ? Il y a des grands sujets sur lesquels on ne se décide pas ainsi. Et puis, il y a des sujets plus techniques sur lesquels on ne se décide pas ainsi non plus, parce qu'on a besoin d'analyser les conséquences. Et on manque sûrement d'un outil dans le Parlement, dans les assemblées elles-mêmes, notamment en termes financiers, pour pouvoir
analyser véritablement les conséquences des amendements, la réalité de ce que le gouvernement nous propose. Ça, on manque certainement d'un outil. Vous serez favorable à un office de contrôle budgétaire qui soit au service, par exemple, des parlementaires? Parce que ce qu'on constate lors de l'examen du budget, c'est qu'il semble y avoir une asymétrie entre les ministres et les parlementaires. Les ministres ayant leurs notes techniques, leurs prévisions, leurs chiffres, et les parlementaires n'ayant que leur équipe pour travailler, ou des administrateurs qui les aident, mais qui seulement s'ils sont, par exemple, président d'une commission ou rapporteur général du budget. Mais sans ça, on a l'impression que c'est David contre Goliath. Et nous, à Génération Libre, on est très attachés aux droits des parlementaires. On a écrit une note là-dessus. Et on a l'impression qu'il faudrait revaloriser le rôle des parlementaires en leur donnant des meilleures conditions en fait, de travail sur le technique, pour pas que le gouvernement ait un blanc-seing et puisse faire adopter des mesures. On a l'impression que parfois ça se fait. Le gouvernement dépose des amendements à 1h ou 2h du matin pour faire passer des choses, quoi. Alors quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, je pense qu'effectivement, on n'est pas, mais y compris le rapporteur du budget, hein, le rapporteur général du budget ne dispose pas des mêmes moyens que le gouvernement peut avoir à mettre en œuvre dans le budget. Et ne serait-ce que ça, on devrait avoir, on a d'excellents services, mais c'est un peu plus spécialisé que d'excellents services parfois. Hein. Donc, malgré tout, on devrait avoir des services qui sont un peu meilleurs. Et bien sûr, alors le parlementaire de base, lui, il est totalement dépourvu, à mon avis, de capacité pour vraiment évaluer les conséquences des amendements qu'il dépose. Ça devrait, je pense, enfin, on devrait pouvoir y remédier, mais ça coûte un peu d'argent. Donc, c'est pas les budgets des assemblées paraissent toujours trop importants pour les citoyens, mais ça nécessiterait, je pense, d'être mis en place. Après, est-ce que les gouvernements font passer des amendements à 1 ou 2 heures du matin? Non. Ça, je ne le crois pas du tout, parce que la plupart du temps, sauf vraiment exception, mais et c'est souvent pour des motifs qui sont tout à fait honorables et explicables, les discussions, elles se déroulent dans l'ordre du texte. Et parfois, il y a des choses très importantes qui arrivent à 5 heures de l'après-midi, et parfois, comme cette nuit, par exemple, sur la politique énergétique, c'est arrivé à peu près 2 heures du matin. Bon. Évidemment, il y a moins de monde, et ça paraît être une discussion un peu cachée, et puis surtout, c'est une discussion, il y a un peu de lassitude, parce que c'est pas la première fois qu'on se couche à 2 heures du matin, donc on commence à être un peu fatigué. Et donc, c'est compliqué de lancer le débat sur le bien fondé de la politique d'énergie renouvelable de la France, qui est un vrai débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais c'est vraiment l'ordre du texte qui nous a amené à discuter de ça à 2 heures du matin. Ah, bien sûr, mais il n'y a pas de complot, mais c'est juste il n'y a pas de volonté de... Non, mais parfois ça arrive. C'est certain, mais ça peut arriver parce que vous avez énormément d'amendements examinés, le texte est long, il y a beaucoup, oui. Et aussi, peut-être si on reste sur les causes de cette inflation normative, on a travaillé aussi sur le nombre de niches fiscales à Génération Libre. Sur la complexité du système fiscal, ça aussi, ça nécessite encore plus de débats parce qu'il y a plus d'articles dans le PLF, le projet de loi de finances, parce qu'il y a plein d'exceptions et d'exceptions et d'exceptions. Alors comment en finir avec l'enfer de la complexité de notre système fiscal et notre système aussi au niveau des dépenses publiques, parce que là aussi, on a l'impression que parfois même à Bercy, ils en perdent leur latin. Voilà. Alors, je pense qu'ils sont à peu près les seuls à maîtriser ce qui se fait. Est-ce volontaire? Je ne sais pas, mais le Code général des impôts, bien sûr, est absolument illisible. Chacun en a parfaitement conscience. Et même lorsque la loi de finances arrive dans les trésoreries, enfin dans les directions générales des finances publiques, je pense qu'ils ont besoin d'une petite circulaire d'application quand même. Alors, comment faire? Je dirais bien budget base zéro, moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que à chaque fois qu'on a essayé de simplifier, ou à chaque fois qu'on a essayé de modifier les choses de façon à les rendre moins lourdes pour la fiscalité, on ne remet pas tout à plat. Donc forcément, on introduit une exception de plus. Et on fait ça pour tout le droit. C'est-à-dire que sous couvert de simplification, on n'a jamais réussi qu'à alourdir les choses et à les rendre plus complexes. Parce que sans repartir à zéro, d'abord de ce qu'on veut. Je suis en train de relire en ce moment Philippe Nemo, La philosophie de l'impôt. Oui. Bon. Excellent ouvrage. Ouais. Excellent ouvrage. Voilà, il faut repartir des bases. À quoi sert l'impôt? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et c'est aussi à partir de ça qu'on peut définir ce qu'on veut. Et quelle est la vision qu'on en a? Est-ce que l'impôt, c'est un outil de justice fiscale? Est-ce que l'impôt, ça sert à payer des services que l'État va nous devoir, puisqu'on lui donne cet argent? Il faut d'abord repartir de ce qu'on veut. Et aujourd'hui, au stade où nous en sommes de la lourdeur fiscale de l'État,
je ne vois pas qu'on puisse faire autre chose, en tout cas à titre personnel, que de se recentrer sur les missions régaliennes, les missions Oui, premières de c'est l'État. sûr. Donc, dire, il faut, avant de savoir ce qu'on va faire, enfin, comment ça va se traduire, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et ensuite, je ne vois pas d'autres possibilités. Mais pour l'impôt, on parle de ça parce que le budget se discute en ce moment, mais comme pour tant d'autres domaines, je ne vois pas d'autre possibilité qu'à un moment remettre complètement l'ouvrage sur le métier et simplifier. Un peu comme, après c'est vous qui êtes juriste, vous allez me corriger, ce qui avait été fait pour le Code civil. Hein. On était un peu parti sur un travail d'écriture Oui. d'un nouveau texte plutôt que partir de l'existant. Donc votre préconisation serait partir de base zéro pour le budget, de base zéro aussi pour la rédaction des codes. Mais Qui ont quasiment. explosé. Hein. D'ailleurs, vous verrez, je ne sais plus si on vous a envoyé notre contre-budget. Notre contre-budget, on fait un beau graphique sur le nombre de mots. Le nombre de mots dans le code des impôts, et on montre que c'est passé de 600 000 à 1,2 million. Donc c'est encore plus que le Seigneur des Anneaux au complet. Donc le temps de lecture est énorme, et en plus ça ne se lit pas comme le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a un jargon. Donc ça c'est un sujet qui nous préoccupe, c'est l'explosion de la complexité. Et plus il y a de complexité, plus il y a de l'espace pour des groupes d'intérêt ou pour des gens qui veulent capter. Bastiat le décrivait déjà quand il disait que l'État c'est la grande fiction à travers laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens des autres, et ça le favorise parce que plus c'est complexe, plus il y a des gens qui peuvent capter une partie du budget, capter une partie de la subvention. Alors donc vous proposez de repartir à zéro quasiment. Oui, parce que c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai connu un directeur d'hôpital qui disait l'État jette de l'argent par les fenêtres, moi je me mets sous les fenêtres. Et c'est à peu près ça en fait. Hein. Mais bien sûr, et puis chacun joue sa partition dans cette complexité. On fait l'objet de demandes. Enfin, de lobbying, moi ça ne me choque pas le lobbying. Je trouve normal que les gens qui ont des intérêts économiques veuillent les défendre. Et après tout, on a un pays dans lequel l'économie est suffisamment mise à mal pour que quand on arrive à tirer quelque chose de l'État pour qu'il ne vous pressionne pas plus, on le fasse. Hein. Mais c'est vrai que, évidemment, plus c'est complexe, plus ça laisse la place à ces marges-là. Et bon, l'optimisation fiscale, qui ne me choque pas non plus en soi, tout ça est parfaitement légal, mais il faut une simplification totale qui empêchera ça. Et puis, enfin, un bon impôt, c'est un impôt sur une base large et avec un taux faible. Enfin, revenons aux fondamentaux. Il y en a quelques-uns quand même. Aux fondamentaux. Qu'est-ce que vous pensez de notre proposition de double effacement qu'on avait sorti en 2016, donc c'est ancien, qui est l'idée de baisser d'autant l'impôt sur les sociétés, la fiscalité sur les entreprises, et de baisser d'autant les aides publiques aux entreprises. Par exemple, on avait un amendement pour le budget qui consistait à supprimer le crédit impôt recherche et de compenser par une baisse générale de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est un petit morceau. Mais là, on travaille sur un projet beaucoup plus global qui serait de mettre 200 versus 200. 200 milliards de dispositifs variés versus 200 milliards de baisse de fiscalité sur les entreprises. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de Moi, je mesures ? pense que l'État ne doit pas avoir subventionné l'économie. Donc, je suis parfaitement favorable à ça. Mais en réalité, l'État ponctionne tellement l'économie que, évidemment, on lui rend de la main gauche qu'on lui a pris de la main droite. Enfin, et on ferait l'économie au passage si on faisait ça du coup de la structure qui prélève et qui reverse. En réalité, donc parce qu'il faut des gens pour gérer tout ça. Évidemment. Donc c'est infiniment plus coûteux que juste de reverser. C'est reverser plus le coût du reversement. Donc moi, je serais assez favorable à ça. Je l'avais d'ailleurs proposé, mais comme je ne fais pas d'amendement sur le budget, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection et que je ne voudrais pas faire de bêtises, voilà, je n'en ai pas fait, mais je pense que c'est exactement moi ce sur quoi je partais, c'est-à-dire de pouvoir rééquilibrer en arrêtant de verser des subventions aux entreprises. Ça n'a aucun sens. Laissons-leur d'abord l'argent qu'elles ont gagné et embêtons-les le moins possible. Et je crois qu'on y sera gagnant. Beaucoup de vos collègues sont plutôt sur la piste de la conditionnalité de la subvention, au fait qu'ils ne délocalisent pas, au fait qu'ils se comportent comme l'État voudrait qu'ils se comportent. Vous n'êtes pas favorable à cette sorte de voie médiane? Moi, je pense que la délocalisation, elle a des raisons. Il faut travailler sur les raisons de la délocalisation. Et globalement, elles sont assez connues quand même sur le fait qu'il est beaucoup plus cher d'avoir une entreprise en France qu'ailleurs. Donc, bon, on ne résoudra pas tout, hein, mais d'abord, je crois qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont assez patriotes pour se dire que, malgré tout, même si ça peut rester un peu plus cher en France, ils préféreront rester en France. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Donc
La question, c'est presque celle de la viabilité de l'entreprise. Et les ennuis qu'on fait à quelqu'un qui veut s'installer, c'est juste dramatique. Vous le sentez ça un peu sur le terrain? Ah, mais bien sûr. Alors, moi, je suis dans un pays agricole. Enfin, le Morbihan, c'est agricole. Il y a beaucoup d'agroalimentaire. Et il faut bien qu'on mange, bon sang. Et vous voulez installer un poulailler, c'est une levée de bouclier de toutes les associations, des voisins, ça, c'est pas propre au Morbihan, mais les projets, ce qu'on appelle les projets PUMA, projets utiles, mais ailleurs. Donc personne ne veut de projet tout le monde est d'accord pour manger des œufs, mais pas qu'ils soient produits aux côtés de chez lui. Enfin, C'est not in my backyard. Not in my backyard. Et c'est la population, mais c'est aussi toutes les tracasseries administratives qu'on peut avoir, quoi. Avec la nécessité d'avoir, enfin vous savez, c'est Astérix, les 12 travaux d'Astérix dans l'administration, quoi. Le formulaire B42, et c'est assez insupportable, quoi. Donc ça finit par être tellement coûteux que tout le monde baisse les bras. Et bien sûr qu'il y a une vraie difficulté qui est liée d'une part à l'administration, d'une part à la population, d'une part aux associations qui, elles, ne veulent pas d'activité, en fait. Ne veulent pas d'activité. Le problème, c'est pas seulement le pouvoir de nuisance de l'administration, mais aussi d'associations. On a beaucoup de forces qui se liguent. Oui. Alors après, l'administration, elle peut faire un peu de zèle, mais l'administration a le pouvoir qu'on lui donne. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes aussi. Nous aussi, nous faisons des textes... Enfin, les textes ne tombent pas du ciel. Il y a des textes réglementaires, ce ne sont pas les parlementaires qui les font, mais il y a des textes, ce sont les parlementaires. Le zéro artificialisation nette, qui est un texte qui prévoit de réduire la construction sans soucier des besoins, enfin, d'une quelconque réalité, c'est quand même bien le Parlement qui l'a voté. Oui, notamment le Sénat et d'accord. En tout cas, la majorité sénatoriale l'a modifié. C'est typiquement le type de texte que je ne peux pas voter parce que on n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissanses pour savoir que quand on va créer la pénurie, on va créer la cherté. Voilà. On se plaint de ce que personne ne peut se loger. Si on met en place toutes les conditions de la pénurie, plus personne ne pourra se loger du tout. Enfin, je veux dire, c'est les règles de base de l'économie. Voilà. C'est un peu les règles de base de l'économie. Donc la loi climat-résilience, elle a mis en place un certain nombre de choses un peu folles dont on était à peu près sûr que ça conduirait à une plus grande difficulté pour le logement. Et bon, et ça ne manque pas d'arriver, me semble-t-il. Vous faites référence au DPE notamment? L'impôt sur la fortune immobilière, le DPE, les normes à foison, la fiscalité du loyer, le statut du locataire. Si vous mettez tout ça bout à bout avec le ZAN, vous êtes à peu près sûr qu'il ne se comptera plus jamais de logement. Alors qu'on en a de plus en plus besoin. Non pas que notre natalité soit galopante, mais nos séparations sont galopantes. Donc aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel maire, il vous explique que régulièrement, il a des familles qui viennent les voir où on se sépare, on voudrait avoir un logement dans la même commune. Donc aujourd'hui, il faut 2 logements de même taille, alors qu'il y a quelques années, la même famille se logeait dans un seul. Donc on a ce phénomène qui est extrêmement fort et qui sur le terrain m'est rapporté tout le temps. Et qui évidemment nécessite d'avoir un parc immobilier un peu plus important. Oui, et puis plus fluide pour que ça circule. Plus fluide pour que ça circule, bien évidemment. Mais c'est peut-être un peu la tendance générale de la société française à tout point de vue. On fige les situations. Et celui qui a sa situation ne la laissera pas. Donc on veut une sécurité. La liberté ne plaît pas tellement en France. Et justement, c'était le prochain thème. À votre avis, pourquoi les Français semblent plus hostiles qu'ailleurs aux idées libérales, ou du moins les réformes libérales? Même si c'est à nuancer, parce qu'il y a un sondage qui va sortir sur les Français libéralistes qui montre que sur le statut de la fonction publique, par exemple, les Français sont prêts à remettre en cause ce statut et que sur certains sujets, ils sont quand même assez libéraux. Mais globalement, il y a quand même une réticence très forte aux réformes. On l'a vu par exemple sur les retraites, qui n'était pas particulièrement une réforme libérale, c'est un ajustement de paramètres. Et on a vu qu'il y a levé de bouclier et souvent soutien de la population. Comment vous expliquez ce rapport un peu ambivalent, pour le dire poliment, voire cette hostilité au libéralisme de vos électeurs? Alors, enfin, des électeurs en général, pas seulement là. Je présume que ça n'est pas une histoire récente et je ne saurais pas la dire avec beaucoup de certitude, mais on a quand même le sentiment qu'en France, le bonheur ne peut passer que par l'État, en fait, et qu'il faut que l'État fasse tout. C'est des discours qu'on a beaucoup en hémicycle, hein. Pas sur tous les bancs quand même, heureusement, mais
j'ai le sentiment qu'on a fini par imprégner la population de cette idée, que l'État est là pour assurer le bonheur universel et que tout seul on est en danger. Donc la responsabilité, c'est plutôt les élites politiques ou c'est une sorte de... Je pense que ça c'est un jeu à deux. a beaucoup Ouais. diffusé. Enfin, je dis c'est sans doute ancien l'idée que voilà la liberté va de pair avec l'insécurité. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est deux choix de société différentes. Hein. On a, enfin, je crois que le code du travail suisse n'a pas grand-chose à voir avec le code du travail français. Dans le code du travail français, on sécurise toutes les situations. Et les gens sont très en recherche de sécurité, je pense. Et si finalement, enfin, vous disiez qu'une partie des Français qui commence à être assez importante est contre le statut de la fonction publique, mais je ne serais pas étonné que ce soit parce qu'ils estiment que les fonctionnaires sont très privilégiés par rapport à eux. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment... Oui, si on creuse. Ah, je ne suis pas sûre que ce soit pour des Ouais. questions de liberté. Mais comment on fait pour... parce qu'on a l'impression que parfois c'est comme des Mikado, des cas plats, et qu'on enlève une planche et que l'édifice peut s'effondrer si on veut réformer. Comment on fait pour par exemple, quelles seraient deux ou trois réformes qui, selon vous, seraient structurantes et redonneraient de l'air aux citoyens en termes de liberté et peut-être aussi à notre économie, à nos finances publiques? Alors, oui, encore faut-il qu'ils en soient d'accord, effectivement, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on a toujours eu l'habitude, pour corriger une intervention de l'État qui a été néfaste, ce qui est souvent le cas, puisque finalement l'État souvent se mêle de choses auxquelles il n'aurait pas touché, on a tendance toujours à retoucher derrière et à refaire une autre intervention qui aggrave les choses. Donc je ne sais pas si, avec cet état d'esprit qui est quand même assez répandu, on arriverait à faire quoi que ce soit. D'abord, je pense qu'il faudrait quand même... Enfin, tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'un projet politique puissant, en réalité. On ne peut pas... ça ne marche pas, d'ailleurs, quand on essaye de le faire par petites touches. D'accord. Il faut déjà... Okay. Je pense qu'il faut pas déjà... réformette, ouais. Non, on ne peut pas, à mon avis, le faire par une réforme, un projet politique puissant qui soit fondé sur la liberté et qui donne quelque espoir, quand même. Enfin, il faut aussi... on ne peut pas faire le bonheur de l'homme sans l'homme. Donc, qu'attendent nos concitoyens? Et je pense que... Enfin, il faut leur donner des perspectives. Il y en a une qui a l'air d'être dans les préoccupations de chacun et qu'on peut comprendre, qu'on appelle le pouvoir d'achat, qui est en réalité la prospérité. Et je pense que la liberté pourra nous redonner une prospérité individuelle et collective, qui peut être, je pense, un axe sur lequel on peut s'appuyer pour faire des réformes qui redonnent de la liberté au monde économique et au monde du travail. Mais ça veut dire qu'il faut en passer par... une chose qui devrait être pourtant acquise depuis longtemps, la fin des 35 heures, enfin une certaine liberté de pouvoir travailler. J'ose pas dire travailler plus pour gagner plus, mais c'est un peu ça en réalité. Oui, c'est-à-dire une liberté du travail, une liberté de pouvoir contracter avec son entreprise. Enfin, je pense vous citez les idées de 2007 de Nicolas Sarkozy. Comment adapter justement les réformes économiques et du marché du travail à 2016, enfin, parce qu'on est bientôt en 2026. 2026. Ouais, c'est ça. Ah, mais je pense que les choses n'ont pas spécialement changé, hein, et elles deviennent plus urgentes, puisque tout s'est enquisté en réalité. Enfin, il y a eu 2016, il y a eu aussi Fillon, qui, je crois, avait quelques idées qui n'ont pas vraiment vieilli, hein, quand il était déjà Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui disait que le pays est en faillite, c'est déjà le cas. Enfin, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Il faut dire la vérité que beaucoup n'ont pas envie de voir, mais c'est qu'on a effectivement un pays en faillite et qu'on ne pourra s'en sortir que par le travail et l'innovation, qui sont les deux seuls créateurs de richesse, et qu'à partir de là, eh bien, il faut le faire, et il faut le faire avec une contrepartie qui sera la prospérité générale et individuelle. Et après, il y a des réformes, évidemment, sur la retraite, dont on voit que, bon, je ne sais pas, c'est en train de se voter en ce moment, peut-être, le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'il va donner, mais on a reculé là-dessus, enfin... Je pense qu'il faut dire la vérité et la sortir d'une forme de puissance assez radicale dans les propositions qui sont faites. Mais avec une promesse derrière aux citoyens que ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Ça va peut-être leur paraître douloureux parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le travail n'est plus un instrument de liberté, mais que c'est une peine pour tout le monde. Il y a un discours à changer, mais qui soit assorti de mesures sur le fait qu'il faut reprendre son destin en main, quoi. Si chacun reprend son destin en main, on se reprendra collectivement en main.
D'accord, Et, donc ça passe par le travail. Après, on peut vous rétorquer que il y a une aspiration des nouvelles générations à travailler, certes, mais à avoir une meilleure autonomie au travail, une autonomie sur la façon de travailler, donc voilà, télétravail, sur le nombre d'heures aussi travaillées. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est par ce prisme-là qu'on pourra faire comprendre que la liberté, ça sert à la prospérité et le bien-être individuel? Donc je pense notamment aux 35 heures, de dire ça paraît complètement aberrant en 2025, bientôt 26, de dire tout le monde doit travailler le même nombre d'heures globalement. Est-ce que c'est pas par ce prisme-là que vous pourriez renouveler peut-être un discours qui pourrait paraître bien sûr, bien sûr. ancien? Non, mais Ouais. c'est vrai, mais il y a des aspirations relativement différentes. Et c'est en ça que je dis tout ça doit se faire en liberté entre les entreprises et les salariés. En réalité, c'est aussi ce lien-là de liberté qu'il faut redonner. Parce que je pense Contractuelle, liberté Mais bien contractuelle sûr. auquel on tient, nous autres libéraux. Mais bien sûr, Ouais. c'est par la liberté contractuelle aussi que chacun voit dans l'entreprise comment il peut travailler. Tout le monde ne va pas travailler de la même façon. Et puis après, il y a des gens qui ne tiennent pas plus à travailler, à gagner leur vie. Mais en fait, vous avez la conséquence de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne voulez pas beaucoup travailler, vous ne gagnerez pas beaucoup votre vie. Vous voulez beaucoup travailler, vous gagnerez mieux votre vie. Enfin, chacun fait comme il l'entend. Il y a des entreprises qui accepteront un certain nombre de choses, avec les salariés qui voudront un certain nombre de choses. Et tout ça se négociera. Enfin, bien sûr qu'on a des aspirations différentes. Mais il faut aussi comprendre, alors je ne sais pas si c'est un mouvement très général, mais les jeunes avec qui je discute ont tous des amis qui le font ou le font eux-mêmes. On voit par exemple beaucoup de jeunes qui travaillent un peu puis qui partent faire le tour du monde. C'est formidable, Oui, c'est très répandu. mais aux frais de chacun. Enfin, je veux dire, moi ça ne me gêne pas. Mais on parle beaucoup de notre modèle social, qui n'est pas un modèle puisque personne ne l'adopte. Mais quand vous partez aux frais de l'assurance chômage, enfin, l'assurance, c'est un système qui est censé garantir un événement aléatoire et involontaire. L'assurance chômage, c'est le fait qu'on garantisse la perte involontaire de l'emploi. C'est marqué à peu près comme ça. Et il faut être à la recherche effective et permanente d'un emploi pour toucher à l'assurance chômage. Aujourd'hui, ce n'est plus une garantie sur la perte d'emploi, c'est devenu le financement d'un mode de vie. Bon, on ne peut pas faire ça. On a détourné l'assurance de son but et on la ruine. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous vivez comme vous voulez, mais vous en tirez les conséquences. Vous ne demandez pas aux autres de les financer. Je ne crois pas au droit à la paresse, par exemple. Parce que quand vous avez un droit, quand vous êtes créancier d'un droit, quelqu'un en est débiteur. Et la société ne peut pas être... vous êtes libre de paresser, mais... J'imagine que vous êtes défavorable au revenu universel type Benoît Hamon, qui est un salaire à vie à tout le monde. En revanche, est-ce que vous êtes favorable à la mesure de simplification que nous proposons, qui est un impôt négatif à la française, c'est-à-dire un crédit d'impôt pour les personnes qui gagnent en dessous d'un certain seuil, et un impôt flat tax pour ceux qui gagnent au-dessus. Donc la proposition de Marc de Basquiat. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de mesures qui consiste à remettre à plat notre système social en faisant un choc de simplification avec une allocation unique versus un impôt aussi unique? Écoutez, je ne me suis pas penchée sur la question, mais a priori, je dirais que c'est assez séduisant, oui. Ça paraît assez judicieux. De toute façon, on ne va pas pouvoir continuer avec un code général des impôts aussi complexe. Une flat tax me paraît assez raisonnable, ne serait-ce que de ce point de vue. Mais oui, bien sûr, en fait. Après, le deal, entre guillemets, de l'impôt négatif à la française, c'est que les 500 ou 600 euros que vous touchez, il n'y a pas de contrôle de la part de l'administration. On accepte une contrepartie sans nécessité de travail, etc. Ce que souvent, les gens de la droite n'apprécient pas avec la Alors, mesure. c'est vrai, la flat tax est plus séduisante en soi, isolée, que d'une forme de revenu universel où, effectivement, on a plutôt tendance à penser que l'argent ne se distribue pas, parce qu'il vient bien de quelque part. Donc, voilà. C'est sûr, mais il y a quand même un rationnel, d'ailleurs Hayek et Friedman le disaient chacun dans les années 60, à faire en sorte que personne ne meure de faim dans la rue, etc., qu'il faut un minimum et que le mécanisme le plus simple, c'est on le déclenche automatiquement, pas besoin d'armée de fonctionnaires. En deçà d'un certain seuil, on vous verse de l'argent pour compenser que vous atteignez un certain seuil. Ce qui nous semble, la génération libre, pourtant on est des libéraux, hein, pas une mesure socialiste, mais une mesure voilà, qui donne de l'autonomie aux individus. Et pourtant. Voilà. Et pourtant. Mais alors, et si tout le monde se met à vivre comme ça, comment fait-on? Je sais que c'est pas moi qui pose les questions, hein, mais si tout le monde se met à vivre comme ça et à se satisfaire de cette vie-là.
Ah bah, vous n'êtes quand même pas incité avec le système que proposait Marc de Basquiat parce que le montant est assez faible. Ouais. Vous ne pouvez pas en vivre. Donc vous avez une incitation au travail. Et en plus, dans un système à flat tax, l'incitation à gagner beaucoup d'argent, elle est encore plus forte qu'avant. Bien sûr, qu'avec un Donc, impôt donc globalement, on progressif, n'a pas l'impression, mais on assume que oui, il y en aura, mais c'est déjà le cas dans le système actuel, mais il y en aura en fait. Mais ils ne pourront pas cumuler des aides non plus. Donc en plus, ce sera plus limité. Vous parliez de prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Ça me fait penser à un sujet que je voulais aborder, un des derniers. C'est sur la subsidiarité. Parce que finalement, l'idée de dire que c'est au niveau de l'entreprise que le contrat de travail devrait être fait, ça m'amène à la décentralisation du pouvoir politique. Comme vous êtes venu à la politique par la municipalité, je crois que vous étiez d'abord conseiller municipal, ensuite maire. Est-ce que vous considérez que justement dans l'une des 3 grandes réformes libérales qui pourraient être menées si un jour les libéraux arrivaient au pouvoir, est-ce que mettre en place une véritable subsidiarité serait importante pour vous? Oui, en fait, on a... alors, une commune, elle a ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir à peu près dans tous les domaines. Non, dans tous les domaines, l'État n'est pas censé intervenir, mais je pense que le grand tort qu'on a eu, c'est d'imposer aux communes des modes d'organisation qui ne correspondaient pas nécessairement à ce dont elles avaient besoin. Moi, je pense notamment aux intercommunalités. On a fait des intercommunalités de telle taille, avec un tel nombre d'habitants, avec des compétences obligatoires. En fait, on leur a fourni un outil qui ne correspondait pas forcément à leurs besoins. Moi, je pense que le droit est un outil à notre service et qu'on doit avoir un panel d'outils qui doit correspondre à nos besoins. Et on a très grandement mis à mal les communes avec ce type d'obligation, en les obligeant parfois à renoncer à ce qu'elles avaient mis en place d'un commun accord entre elles, et qui fonctionnait bien, pour leur imposer quelque chose qui venait de l'État, en fait, qui avait décidé. Je n'étais pas là quand ça s'est voté, moi, mais je sais qu'ici, le Sénat résistait autant qu'il l'a pu, mais c'est toujours le dilemme du Sénat, c'est-à-dire que si on résiste totalement en disant non, on laisse totalement les mains libres à l'Assemblée nationale. Et si on résiste, non pas en disant non, mais en essayant de négocier des choses nouvelles, on fait des choses dont on n'est pas totalement satisfait. Mais le Sénat fait des choses dont il n'était pas totalement satisfait, mais en essayant de résoudre un peu ce problème qui consiste encore une fois à faire le bonheur des gens malgré eux. C'est ça, en fait, moi, que j'aime assez, en tout cas dans ce que je crois comprendre du libéralisme, c'est que on laisse à chacun décider des instruments de son bonheur. Et bien, je pense que ça marche de la même façon pour les collectivités et qu'on aurait dû les laisser décider des instruments de leur bonheur, de décider à combien elles voulaient se mettre ensemble pour travailler, sur quel sujet, plutôt que de leur imposer un certain nombre de choses. Après, la décentralisation a à la fois un peu arrangé les choses, parce qu'on a quand même des sujets sur lesquels les collectivités interviennent plus librement. Et elle les a aussi un peu aggravés parce que ça a multiplié le nombre d'agents de la fonction publique. Oui. On se retrouve dans des conditions, d'ailleurs, dans des choses qui sont assez surprenantes. Tout ça n'est pas mathématique, mais quand une commune transfère une compétence à la communauté d'agglomération, elle devrait avoir à la fois moins d'impôts et moins d'agents. Ça ne s'est jamais trouvé. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais Il y a baissé des les nouvelles impôts. strates, il y a des nouvelles strates qui sont rajoutées sans qu'on retire des strates aux autres. C'est ce que dans un rapport on disait, c'est une décentralisation descendante, Oui. parce que c'est l'État qui a déterminé pour toute la France les niveaux optimaux, ce que vous disiez, hein, de collectivité. Et qu'est-ce que vous pensez de notre idée un peu révolutionnaire de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire donner la capacité à la commune de choisir ses compétences, de choisir lesquelles elle délègue à l'échelon supérieur, et de s'associer avec d'autres communes pour faire ce qu'elle souhaite. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'on aurait dû maintenir. Il y avait moi, de mon expérience, pour des choses très concrètes, vous savez, la gestion d'une station d'épuration. Moi, on était dans une grande communauté d'agglomération, mais à l'époque où la compétence n'était pas obligatoire, on avait 3 communes qui avaient un SIVU, un syndicat intercommunal à vocation unique, qui gérait la station d'épuration. Ça coûtait rien. Ça coûtait rien, on prenait un petit bout de fonctionnaire d'une ou de l'autre collectivité, voilà, un élu qui chapeautait tout ça. Alors on avait la chance d'avoir un élu qui connaissait un peu ce qu'il faisait. Et avec ce tout petit outil qui coûtait rien, on a construit une station d'épuration. Et ensuite on l'a exploitée. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser aux communes. Alors, il y en a qui ne se mettront pas d'accord, il y en a qui auront des problèmes, mais ni plus ni moins qu'aujourd'hui, je veux dire. Après, la liberté, ça n'aboutit pas à la perfection. Mais ça aboutit à quelque chose de plus fluide de manière générale. Et bien sûr qu'il aurait fallu laisser les communes se mettre d'accord comme elles le voulaient, sachant que
En l'occurrence, n'importe quel élu local vous dirait que l'échelon nécessaire, c'est le bassin de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on a dit, il faudra un tel nombre d'habitants, sans souci du bassin de vie. Donc on a choisi des mauvais critères et on a fait souffrir tout le monde. Et le bassin de vie n'est pas le même en Savoie qu'en Bretagne, par Totalement. exemple. Parce que c'est Exactement. très bien. On va passer juste à un petit sujet peut-être qui fâche. En tout cas, le libéralisme pour Génération Libre, c'est toutes les libertés, on ne peut pas la couper en tranches. Et parfois, dans la presse, on dit que vous êtes une libérale conservatrice, que vous êtes de droite avant d'être libérale, notamment sur les questions de société ou les questions d'immigration. Vous avez pris, je crois que vous aviez été rapporteur d'un texte immigration, vous aviez pris des positions très fermes sur l'immigration. Et sur les enjeux bioéthiques, il me semble que vous êtes par exemple défavorable justement aux transitions de genre. En tout cas, vous allez pouvoir nous préciser. Mais comment vous conciliez justement votre positionnement conservateur et libéral sur d'autres sujets? Je crois que les libéraux conservateurs, c'est un courant qui existe aussi. Peut-être hors de Génération Libre, mais ça existe. Je ne suis pas seule de mon espèce, je pense. Mais et effectivement, je revendique que la liberté, ça puisse être aussi de ne pas être libéral partout et tout le temps. Et bien sûr, sur les questions de société, j'assume assez bien de ne pas l'être totalement. Sur la question de l'immigration, j'ai une position assez simple qui consiste à dire que tous les pays qui ont des frontières ont vocation à avoir une politique migratoire, c'est-à-dire qui rentrent, qui restent et à quelles conditions. Voilà. Et que les gens qui ne respectent pas les conditions qui ont été posées par le pays d'accueil n'ont pas vocation à y rester non plus. C'est pas extrêmement révolutionnaire, c'est même l'inverse, vous allez me dire, c'est conservateur. Mais en l'occurrence, je ne connais pas de pays qui ait des frontières qui n'ait pas de politique migratoire, en réalité. Ça ne me paraît pas quelque chose de fou quand je dis ça. Peut-être à part les pays communistes où on surveille plus les issues de secours que les portes d'entrée, mais enfin, et autrement, il peut y avoir tous les pays ont ça. Votre parti, parfois, a critiqué ouvertement la Convention européenne des droits de l'homme et certains traités et certaines dispositions juridiques, considérant que finalement le droit à la dignité ou le respect de certains principes moraux devait peut-être être mis en sourdine par rapport à leur volonté politique d'expulser les migrants. Alors comment, vous êtes à la commission des lois, comment vous assurez de l'équilibre entre les deux? En fait, ce qui peut parfois être difficile à admettre, c'est que sur une politique qui est une politique régalienne, qui est une politique de souveraineté, on se voit dicter cette politique par des juridictions qui sont extérieures. Et c'est ça qui fait que parfois on a du mal à admettre effectivement un certain nombre de décisions qui ne nous laissent plus décider de ce qu'on doit garder chez nous, et notamment lorsque ce sont des personnes qui créent des troubles à l'ordre public, où on peut estimer que finalement le respect du droit à la vie privée peut prendre le dessus sur le trouble à l'ordre public. Et c'est pas, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui ne comprend pas plus que certains partis. Hein. C'est pas quelque chose de totalement, là encore une fois, révolutionnaire. Hein. Donc, effectivement, enfin voilà, c'est une vision de la politique migratoire dont je ne sais pas qu'en dire de plus, parce qu'encore une fois, elle ne me paraît pas totalement folle. D'accord, très bien. Alors pour conclure peut-être, comment vous voyez le futur du libéralisme et des libéraux, quelle que soit leur obédience, même des libéraux conservateurs? Merci. Comment vous voyez cet avenir du libéralisme en France en politique? On a le sentiment quand même que depuis 2002, la politique française est orphelin. Je fais référence évidemment à la candidature d'Alain Madelin à l'élection présidentielle. Et depuis, on a l'impression que les libéraux sont orphelins politiquement. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez un espoir dans un quelconque courant ou peut-être un nouveau contexte politique, peut-être un souffle de liberté de l'extérieur qui fera en sorte que ça puisse changer, qu'on puisse regagner espoir que nos idées soient mises en politique un jour? Écoutez, d'abord, je pense que la réalité nous démontre que l'interventionnisme étatique à tout crin n'a pas été une solution, en fait. On est quand même dans un pays très interventionniste. On n'a quand même pas de grande réussite. Donc déjà, on peut estimer que la solution actuelle n'est peut-être pas la meilleure, ce qui nous permet d'en chercher une autre. Et j'ai bon espoir quand même que l'idée même de liberté, malgré tout, ne soit pas totalement affolante pour nos concitoyens. Et il faut leur en montrer encore une fois l'avantage par un projet assez puissant qui montre quels peuvent être les bienfaits de la liberté à terme. Alors, qui peut porter ça? C'est vrai qu'il
il n'y a pas eu tant que ça d'hommes politiques qui l'aient fait. Moi, je suis dans un parti politique, les Républicains, où le sujet est de plus en plus mis en avant. Nous avons aussi un Républicain, mais qui a son propre mouvement, David Lisnard, avec Nouvelle Énergie, qui aussi, je crois, est extrêmement fort sur le sujet. Donc, c'est un sujet quand même qui est de plus en plus discuté dans le débat public. Et enfin, si je ne me trompe pas, la dernière campagne européenne que nous avions faite, c'était « Reprenez votre destin en main ». Pour moi, c'est ça aussi. C'est ça aussi, ce que j'attends, c'est qu'on me redonne la capacité de reprendre mon destin en main. Et ce discours est de plus en plus important parce que je pense qu'on n'a plus le choix, on ne peut pas s'obstiner dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui n'a pas donné de résultat. La France ne se porte pas bien, les Français ne se portent pas bien. On peut lui offrir un autre espoir et, sous la forme de la liberté, moi je trouve ça assez exaltant, à nous de faire partager cette exaltation avec les résultats qu'on peut escompter sur une liberté qui serait donnée à chacun d'agir comme il l'entend et non pas comme l'État en a décidé. Je vous propose de rester sur cette note positive pour notre futur. En tout cas, à Génération Libre, on essaiera de faire notre travail d'influence pour ça, tout en restant un partisan, en respectant les différentes chapelles libérales. Voilà. Merci beaucoup Muriel Jourda. Merci à vous.